IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, Dominique Camus. Bonsoir Dominique Camus. Vous êtes ethnologue, sociologue et historien, docteur S-Sciences de l'ES. ESS, c'est quoi l'ESS? L'école des hautes études en sciences sociales, qui est à Paris, boulevard Raspail. Donc, vous êtes chercheur aussi, ancien enseignant à l'université de Rennes. Vous avez publié depuis 30 ans les croyances populaires et les pratiques magiques dans la France contemporaine. Vous êtes aussi l'auteur de très nombreux ouvrages parus aux éditions Imago, Flammarion, Dervy, Ouest France et Corps-Braise. Là, on va plutôt parler de deux livres. Le premier, Enquête sur les dons de naissance, les leveurs de mots, les toucheurs, les soigneurs, les signeurs aussi. C'est une réédition, ce livre? Oui, c'est une réédition augmentée. Il y avait eu une première édition qui était parue il y a quelques années chez Ouest France. Voilà, elle a été donc le livre s'est vite épuisé et il a été augmenté notamment pour les natifs qui naissent avec le cordon ombilical autour du cou, et donc les enfants noués et puis les enfants coiffés. Dont on va parler dans cette émission. Donc là, enquête sur les dons de naissance. Vous dites au début qu'il y a beaucoup de guérisseurs à notre époque, énormément de guérisseurs, peut-être beaucoup de charlatans. En fait, moi, ce qui m'a déterminé à travailler sur le sujet, il y a près de 40 ans, c'est de voir qu'il y a un recours qui est très important aux guérisseurs en France. Donc, c'est pas quelque chose de marginal. Donc, du coup, moi, je voulais voir un petit peu plus près qui étaient ces guérisseurs, la profession de quel registre couvrait-elle. Et j'ai été très étonné de voir que dans ces registres, il y a des guérisseurs dont la faculté opératoire et dont l'origine de cette faculté est inchangée depuis, en gros, 13 siècles. À savoir des gens qui ont une faculté pour soigner une maladie du fait des circonstances de leur venue au monde. Et ça, c'est attesté depuis le 7e, 8e siècle en France. Donc du coup, je voulais voir un peu plus près de quoi il s'agissait, parce qu'en plus, c'est relativement facile d'entendre des témoignages à ce niveau de gens qui ont été se faire soigner par ce genre de personnages. Et là, ma surprise a été de voir qu'il n'y avait aucun ouvrage publié sur la question. Ça a été évoqué tout au long des siècles, comme ça, par les prêtres, déjà, dans un premier temps, 3 lignes ici, 2 lignes là. Il paraît que les natifs du 10 août passent les brûlures, les natifs du 1er février, les fièvres. C'était toujours mentionné comme ça, parmi d'autres propos classés en gros sous la catégorie des superstitions, des croyances populaires. Comme on disait, en Normandie, les gens admettent que le 5e enfant soigne des dermatoses, tout comme nos rois. Et donc, au fil du temps, comme ça, les témoignages s'accumulent, donc attestant de ces pratiques, de leur recours. Ben voilà, on n'en sait pas plus. Donc moi, j'ai voulu en savoir plus et j'ai déjà d'abord rencontré des gens qui s'étaient fait soigner par cette catégorie de guérisseurs. Et ensuite, j'ai rencontré ces guérisseurs et puis j'ai pu les voir agir, les voir faire et puis mesurer leur degré d'efficacité. C'est ça qui m'intéressait dans ce livre. Mais en fait, ce sujet-là m'a pris une bonne trentaine d'années à explorer, parce que recueillir les avis des uns et des autres, c'est une chose, mais après il faut aussi les vérifier. Or, parfois les gens se trompent à ce sujet. On m'a souvent dit, et puis j'ai pu le voir aussi, monsieur machin ou madame une telle, elle soigne de ceci ou de cela. Oui, c'est vrai, d'accord, très bien, j'ai rencontré des gens qui ont été soignés avec efficience par monsieur machin ou madame une telle, et dans la foulée on me dit, bah oui, c'est parce qu'elle est née tel jour ou il est né tel jour. Parce que les gens ont entendu dire qu'il y avait des personnes qui avaient des dons de naissance, mais ils n'en savent pas plus. Donc pour eux, l'idée du don, déjà, en soi, c'est quelque chose de personnel. Mais comment a-t-on ce genre de faculté personnelle que tout le monde, évidemment, n'a pas? Eh bien, parce qu'on est né comme ça, d'une façon un petit peu curieuse. Les gens ne peuvent pas en dire plus. Donc, c'est de naissance, c'est comme ça. Et c'est là où, justement, il y a des erreurs.
effectivement, monsieur machin ou madame une telle peuvent soigner des maladies en question, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils ont un don de naissance, ils peuvent avoir une faculté d'un autre ordre. Donc du coup, il me fallait que je passe tous ces témoignages qui ne sont pas fallacieux, hein, les gens ne me racontaient pas des salades, mais simplement ils se trompaient sur la raison qu'ils invoquaient. Et donc il fallait que je passe ça au crible du regard historique, puisque je suis également historien. Mais ça m'a pris effectivement beaucoup de temps. Et puis de dépouiller toute la documentation qu'on pouvait avoir ici ou là au fil des siècles dans des archives dont la plupart émanent de juges, et ça notamment des démonologues et des juges à partir du XVe siècle où il y a eu les procès de sorcellerie. On a beaucoup noté ce genre d'informations à l'époque. C'est important de se rappeler qu'en France, ça fait plus de 3 siècles que la formation et la pratique médicale sont réglementées par l'État. Au fil du temps, cette législation ne fit que se renforcer et en 1892, exercer la médecine sans être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur de l'État devient un délit. Je vous cite à la page 138. Hein. Depuis, maintes dispositions législatives ont précisé les termes de consultation, de diagnostic, de traitement, spécifiant très rigoureusement la qualité des personnes acceptées à les effectuer. Dorénavant, ainsi que le mentionne l'article 372 du Code de la santé publique, seules sont licites les pratiques qui relèvent d'un acte de foi, c'est-à-dire celles qui sont effectuées dans le cadre d'un pèlerinage ou la simple prière auprès du malade, sans employer de formule particulière. Les gestes accomplis ne peuvent en aucun cas assimiler à l'imposition des mains, et il est précisé un peu plus loin que les tribunaux n'ont eu de cesse de souligner que toute attitude susceptible de guérir ou de soulager quelqu'un d'une affection est répréhensible et que la sanction peut être très lourde pour les contrevenants à la règle, des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et des amendes susceptibles d'atteindre la somme de 30 000 €. Alors c'est vrai que maintenant les guérisseurs sont un peu moins poursuivis, ce sont les médecins qui sont poursuivis par les conseils de l'ordre. On a quelques exemples, mais c'est bien de rappeler qu'il y avait quand même une exception faite pour les pèlerinages. Ce qui est très intéressant dans le Code de la santé publique, bon, il rappelle bien sûr qui peut être amené à délivrer des diagnostics. Alors sans surprise, on constatera que c'est uniquement les gens qui ont le grade de docteur en médecine délivré par l'école de la santé publique, ça ne surprend pas, mais on va bien faire aussi une différence entre le fait de soigner et le fait de prier, de manifester sa foi, du religieux. Alors évidemment, comment le définir? Tout simplement, on parle d'acte de foi, donc tout ce qui est supposé être acte de foi, donc vous l'avez dit, les pèlerinages, donc qui est un acte de foi collectif, mais également aussi les actes de foi qui peuvent être privés, faits par des prêtres, dans le cas d'une église, d'une sacristie, voilà. Ça ne relève pas du Code de la santé publique à évacuer la chose. Donc, c'est clairement visé ceux qui ne sont pas liés au clergé et qui font profession de guérir. Alors, qu'ils se fassent rétribuer ou pas, ça c'est... mais peu importe. Il ne faut pas imposer les mains, c'est-à-dire ne pas imposer les mains, ne pas toucher. Oui, en fait, il ne faut pas émettre de diagnostic. C'est ça qui est la règle. Enquête sur les dons de naissance, donc là on va avoir affaire aux leveurs de mots MAUX, aux toucheurs, aux barreurs de feu, etc. Donc voilà. Est-ce qu'on peut les considérer, eux, comme étant des contrevenants? Là, on a affaire à des gens, il faut préciser un peu leur faculté, ce sont des gens qui ne peuvent soigner qu'une seule maladie, du fait donc des circonstances de la venue au monde. Alors, effectivement, ce sont des contrevenants puisqu'ils soignent. Ceci dit, moi j'ai été étonné de voir en tant qu'historien, il n'y a jamais eu de procès intenté pour exercice illégal de la médecine à l'encontre de cette catégorie-là de guérisseurs par l'ordre des médecins. Ce qui n'est pas le cas vis-à-vis, par exemple, des guérisseurs magnétiseurs ou des énergéticiens. Donc pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Pourquoi certains déclenchent les foudres de l'ordre des médecins et de l'État par le biais, et pas les autres? Je crois qu'il y a plusieurs raisons.
D'abord, souvent, les médecins, leur premier argument pour rejeter le recours au guérisseur consiste à dire, voilà, les patients perdent un temps précieux en ayant recours au guérisseur avant d'avoir recours à des gens sérieux comme nous. Et du coup, le guérisseur est un faiseur d'infirmes. C'est vrai que cet argument, il n'est pas irrecevable vis-à-vis des guérisseurs magnétiseurs où là, on a affaire à des séances qui se renouvellent dans le temps. En gros, il faut quelques semaines. Là, les leveurs de mots ou les conjureurs, ce qui les caractérise, c'est l'ultra-rapidité des résultats. On va se faire passer une brûlure, ben voilà, c'est tout de suite. On ne retourne pas 3 fois. D'autant plus que ça peut aussi être fait à distance. Donc le recours thérapeutique est bien plus rapide que celui qu'on peut avoir vis-à-vis de la médecine officielle. Le deuxième argument que brandissent les médecins en général est de dire qu'ils ont affaire à une concurrence déloyale. Alors c'est vrai que faire médecine, c'est pas rien quand même, c'est bac plus 7, on veut faire une spécialité, c'est 2 ou 3 ans de rab, alors que parfois il y a un type qui s'installe à côté du médecin ou au bout de sa rue et sous prétexte qu'il a un don a une clientèle qui est bien plus importante que la sienne et se fait payer le double. En gros, par exemple, les guérisseurs magnétiseurs, c'est quand même autour d'un tarif qui est équivalent à celui d'un spécialiste. Donc là, effectivement, les médecins généralistes, parce que c'est généralement eux qui portent plainte, peuvent crier à la concurrence déloyale. Et puis, le troisième argument, c'est vrai que les médecins, pendant en gros un bon siècle, se sont considérés comme étant les détenteurs de la science. C'est un peu le monsieur qui sait tout et qui le dit parfois avec une certaine arrogance. Là, vis-à-vis des leveurs de mots, cet argument-là, ils n'ont même pas à le brandir parce que les leveurs de mots n'ont pas de théorie spéciale ou spécifique par rapport à ce que serait la santé, la maladie, la guérison, avoir une hygiène de vie. Les gens passent les brûlures, bon ben voilà, où ils passent les verrues, où ils passent le zona et c'est tout. 3 arguments qui font que du coup, il n'y a pas une opposition entre le leveur de mots et le médecin. Donc total, les médecins ne se sentent pas menacés. Et tout compte fait, alors là, c'est l'ethnologue qui parle, quand on regarde le recours par les patients à ce genre de thérapeute, eh bien, en fait, c'est complémentaire de la médecine officielle, tout compte fait. C'est pas parce qu'on prend des antibiotiques qu'on ne se fait pas conjurer des verrues. C'est plutôt un recours médical qui est complémentaire à celui développé par la médecine officielle qu'opposé. Je crois que c'est ça qui fait que les médecins, en fait, fichent la paix à ces gens-là qui, comme vous l'avez dit, pourraient être d'emblée marcher sur leur plate-bande et être concurrentiels. Oui, surtout qu'en général, ils ne se font pas payer, puisque c'est un don et ils ne le monnaient pas. C'est ça, voilà. Les leveurs de mots, ces gens qui soignent une maladie, ils n'ont pas investi pour avoir cette faculté particulière, ils n'ont pas fait des stages, ils n'ont pas fait quoi que ce soit, ben voilà. On leur a dit que parce qu'ils sont nés dans un cas de figure bien particulier, ils peuvent soigner une maladie. Donc pour le coup, puisque j'ai ce pouvoir-là, ben, je l'exploite et puis je le mets au service de mes concitoyens. C'est trop ballot, trop idiot d'avoir ce genre de choses et puis de ne pas le faire. Voilà, c'est tout. Donc la renommée de ces gens-là, elle est très restreinte, elle est vraiment locale, très locale. Et c'est dans le cercle familial, ça dépasse rarement l'échelle d'un canton, hein. Ça c'est clair. Ou d'un département. Oh, et encore, même pas. C'est vraiment très très rare pour le coup, pour les conjureurs. Il faut vraiment que ça soit... Bon, j'en connais qui ont une renommée qui va au-delà des départements, en Bretagne notamment, parce que c'est une région où les gens bougent beaucoup. Dans les années 70-80, il y a eu un exode rural très fort. Beaucoup de gens sont partis, notamment en Île-de-France, mais ont gardé des attaches au pays. Et donc, il y a un retour très très fréquent à l'occasion des vacances, grandes ou petites. Donc là, évidemment, quand ils ont un problème, les gens ont des verrues, ils habitent l'Île-de-France, quand ils retournent
retournent au village ou dans la commune, s'ils connaissent quelqu'un qui a ce genre de faculté, ben, ils en profitent pour se faire soigner. Alors évidemment, quand ils sont dans la région parisienne, s'ils ont des collègues de travail ou des amis qui ont ce genre de pathologie, eh bien, il ne manque évidemment pas de leur dire « mais moi je connais quelqu'un dans ma commune qui a ce genre de don ». Mais c'est vraiment spécifique, vous voyez, à des régions comme ça où les gens ont bougé de par l'histoire régionale. Autrement, sur place, la renommée est vraiment très très locale. Oui, alors ce sont des gens qui se sentent obligés de soigner, d'utiliser leurs dons dans la mesure où ils en ont pris conscience. Ils ont aussi l'obligation de léguer le moment venu, c'est-à-dire quand ils vieillissent, parce que ils perdent un peu leurs facultés, et c'est bien inscrit dans votre livre, de léguer à un membre de la famille. Et donc on va en arriver aux origines du don. Les origines du don, ça viendrait de leur jour de naissance. Alors comment peut-on savoir, ceux qui nous écoutent, s'ils se trouvent dans une situation susceptible de leur conférer cette capacité? Il y a des dates dans votre livre, il y a peu de dates, on peut le dire. Hein. Et alors tous les autres, ceux qui auraient des dons mais qui ne font pas partie des dates. Alors, ce qui est étonnant dans ce genre de choses, cette catégorie-là de guérisseurs qui ont des dons de naissance, ils n'ont aucun moyen de le découvrir par eux-mêmes. Cette faculté ne se manifeste pas par des signes, comme par exemple les magnétiseurs. Les magnétiseurs, il y a des signes qui montrent que le don les travaille. Donc ils peuvent prendre conscience de ces signes et puis ensuite apprivoiser le don qui est en eux et le mettre en œuvre. Et après ça se cultive, ça se travaille, ça se développe. Ben là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans le domaine du culturel. Les gens ne peuvent pas le découvrir eux-mêmes. Donc ça veut dire que quelqu'un qui sait qu'il a le don pour telle ou telle maladie, c'est bien parce qu'il y a un tiers, un voisin, un parent, quelqu'un qui le connaît, qui lui a dit. Ou éventuellement, maintenant depuis quelques temps, des gens qui ont lu mon ouvrage. En fait, les dons de naissance, on va prendre quelques exemples. Vous y avez fait allusion, certaines dates prédisposent tous les natifs du jour en question à soigner une maladie. Par exemple, les natifs du 10 août passent les brûlures. Le 25 janvier, le venin. Le 1er février, on a les fièvres. Donc vous avez comme ça un certain nombre de dates, il y en a quand même plusieurs dizaines dans l'année, où tous les gens qui sont nés ce jour-là ont cette faculté-là. Et juste cette faculté-là. Mais il n'y a pas que des dates. La position au moment de l'accouchement est déterminante. Les enfants qui naissent en siège ou par les pieds, c'est-à-dire une position inaccoutumée, dite à l'envers, remettent à l'endroit les membres qui ne sont plus dans leur tracé correctement, c'est les rebouteux. Ils remettent bout à bout, ils raboutent ce qui est démis. De même, les jumeaux ont des dons aussi. Les enfants qui naissent recouverts de la membrane amniotique, ou ceux qui sont nés noués avec le cordon ombilical autour du cou, ou même autour de leur corps, ont des facultés de cet ordre-là. Celui qui n'a pas connu son père, ce qu'on appelle l'enfant posthume, c'est-à-dire le père est mort entre le moment de l'accouchement et la conception, ont des facultés thérapeutiques. Et puis, le 5e ou le 7e enfant, donc pour peu que les autres soient de même sexe, donc gars ou fille, peu importe, qu'on appelle le marcou, ont aussi ce genre de faculté. Eux peuvent soigner de ce qu'on appelle les écrouelles, qui sont une infection des ganglions lymphatiques, donc qui est d'origine tuberculeuse. Et ça, ce qui est intéressant, le mot marcou, qui évoque le mal de cou, nous renvoie déjà à 13 siècles par derrière nous, à savoir que en Normandie, à côté de Lisieux, il y avait justement au 8e siècle un moine qui s'appelait Marcou, et qui soignait justement du mal de cou. Et à l'époque, les rois de France, on l'a tous appris dans nos livres d'histoire, avaient cette faculté pour soigner ces fameuses écrouelles. Donc la pratique est attestée déjà depuis cette époque-là. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Avant, comme la société était encore relativement stable, qui avait une vie rurale très importante, disons, jusque la Deuxième Guerre mondiale, on vivait dans une société un peu d'interconnaissance, les gens pouvaient facilement échanger
sur ce mode de connaissance, parce qu'ils se connaissaient les uns les autres dans cette France rurale. Avec cet exode rural qu'on a eu après-guerre et tous ces brassages de population, ce genre de savoir s'est largement perdu. Il n'est pas devenu obsolète, il s'est un peu perdu. On va revenir un peu sur ces rois qui traitaient les écrouelles. Quant à leur aptitude thaumaturgique, elle est due au fait que durant la cérémonie de leur sacre, ils sont oints d'une huile surnaturelle censée provenir de la sainte ampoule que l'Esprit Saint apporta par le biais d'une colombe au baptême de Clovis. Elle est passée où, cette sainte ampoule? Elle a disparu. On revient un peu sur les enfants nés coiffés, parce que ça, c'est une expression qu'on utilise, vous êtes né coiffé. Est-ce que vous pouviez en dire un peu plus? Ce qui est intéressant, voilà, par exemple, les nés coiffés, eux, ils ont différentes facultés, hormis des facultés thérapeutiques. On considère que ce sont des gens qui sont chanceux. Et quand on regarde dans les légendes, dans le folklore français, mais même européen, parce que l'histoire de nez coiffé, on a ça déjà dès l'Antiquité, dès la Rome antique. Les nez coiffés étaient considérés comme chanceux, et il y avait un commerce des coiffes qui, les sages-femmes vendaient les coiffes. Ces coiffes avaient des usages magiques pour attirer la chance sur les gens qui les possédaient. Les coiffes, c'est-à-dire la membrane amniotique. Voilà. Et ça, encore très récemment, hein, moi j'ai vu passer un texte émanant du ministère de la Santé, il y a à peine une vingtaine d'années, rappelant justement aux responsables d'hôpitaux qu'il fallait bien faire attention que la coiffe, la membrane amniotique et le cordon ombilical, le placenta, ne soient pas emmenés par les sages-femmes. Vous voyez, donc c'est encore assez récent. On considérait qu'en fait c'était une espèce de bonus, ce commerce des coiffes et du cordon, cette espèce de bonus pour les sages-femmes qui était une profession pas très rétribuée, elle se faisait un petit plus comme ça. Donc ça a duré des siècles et des siècles comme ça, où on retrouve le cordon ombilical et puis la membrane amniotique utilisée à des fins magiques dans notre société, très souvent d'ailleurs pour confectionner ou des protections, des amulettes, ou autrement pour utiliser en tant qu'ingrédient dans des filtres alimentaires. Mais par contre, ce qui est intéressant avec cette histoire de coiffe, c'est qu'on va le voir dans le folklore, les nains ou les lutins. Eh bien, ce sont des petits bonhommes qui sont recouverts justement d'une espèce de gros bonnet, et c'est la coiffe. Et les nains et les lutins justement ont cette particularité de se cacher, de devenir invisibles, ce que la coiffe, soi-disant, permet. Et alors dans le légendaire germanique, on a ça dans l'Or du Rhin. Siegfried va arriver à voler la coiffe d'un lutin pour s'en revêtir, et puis aller ainsi dérober l'Or du Rhin. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant du placenta, je pense qu'ils en font de la pommade. Donc, s'ils ne sont plus les sages-femmes qui les récupèrent, il y en a d'autres qui s'en chargent. Par contre, en ce qui concerne le cordon ombilical, on pouvait le mettre au pied d'un arbre aussi, pour que l'enfant ne quitte pas le pays. Je me souviens, une sage-femme m'avait dit ça. Garder un morceau du lait. Oui, il y avait tout un tas de pratiques, d'us et coutumes dans la médecine populaire autour justement du cordon ombilical et de la coiffe. Ça, c'est encore quelque chose de fréquent, comme le fait que les enfants qui naissent séchés par les pieds, beaucoup de sages-femmes me demandent, notamment à l'occasion de salons où je fais des dédicaces, mais en cas de césarienne, est-ce que ça va perturber le fait que la personne ait un don ou pas? Vous n'avez pas la réponse? La réponse, c'est non. L'enfant se présente de telle façon qu'il sorte par les voies basses ou pas, peu importe. D'accord, donc vous avez la réponse. Ce qui est surtout intéressant pour l'ethnologue, c'est de voir que cette préoccupation demeure toujours pour une profession qui est vraiment d'emblée confrontée à la chose. Pour eux, ça n'a pas disparu de leur savoir, de leur horizon culturel. Alors,
Alors par contre, le fait que ce soit le gynécologue ou l'accoucheur qui définisse la date de l'accouchement, c'est aussi un peu forcer les choses là. C'est comme ça. Mais là aussi, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui me l'ont dit sous forme de témoignage, qui savaient que donc ils devaient accoucher à une certaine date, qui savaient que s'ils accouchaient ou la veille ou le lendemain ou à quelques jours près, leur enfant serait susceptible d'avoir une faculté thérapeutique, c'est-à-dire avoir un don de naissance, de guérison. Et dans ce cas, les gens, du coup, quand ils savaient ça, ils étaient très soucieux d'accoucher au jour J, quitte à essayer de forcer un petit peu ou de retarder le moment décisif. Là, c'est seulement effectivement les gens qui étaient au courant. La plupart de nos concitoyens ne savent pas. Il y a quelques dates comme ça qui sont un peu plus connues les unes que les autres à force d'avoir circulé, par exemple les brûlures ou les envenimations, mais c'est pratiquement tout. Et puis, j'avais fait allusion tout à l'heure aussi, les gens confondent en général, donc les gens les guérisseurs qui ont des dons de naissance, c'est-à-dire les conjureurs, avec les guérisseurs qui, eux, se transmettent des dons, ceux dont je parle dans mon autre livre, le livre des secrets, ils sont les penseurs de secrets, où là, le don, c'est la transmission d'une petite formule guérisseuse qui porte sur une maladie. Et en fait, les gens confondent les deux. Ils disent, ben voilà, un tel ou une telle passe les brûlures ou les verrues. Oui, ok, très bien, mais pourquoi ils passent les brûlures ou les verrues? Parce qu'ils sont nés à une certaine date ou parce qu'on leur a transmis un rituel guérisseur qu'à leur tour ils devront transmettre. C'est deux choses totalement différentes, à la fois en ce qui concerne l'origine, c'est-à-dire la faculté à opérer, la faculté thérapeutique, et puis le mode opératoire lui-même qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Alors, ça peut être aussi à cause du sein du jour de naissance de la personne. Les personnes nées pendant la nuit de Noël ont des facultés pour communiquer avec les morts. C'est écrit dans votre livre. Alors, comment combattre le mal? Parce que là, on va avancer pour pouvoir ensuite parler du livre des secrets. Comment combattre le mal? D'abord, avoir confiance. Peut-être ne pas faire ça à n'importe quel jour. Et opérer à jeun. C'est important pour certaines pathologies, enfin certains problèmes. D'être à jeun. Pour les deux, pour le soigneur et le patient. Oui, alors c'est clair que dans tous les cas, vu que le rituel est très rapide, hein, la façon de faire est très rapide, l'intentionnalité doit être là. On fait ça de façon déterminée, on ne fait pas ça en pensant à son loto ou à ses impôts. Ça c'est très clair. Globalement, s'il n'y a pas de moment particulier spécifique pour agir, il peut y avoir certaines exceptions. Par exemple, certaines maladies, notamment des maladies qui se caractérisent par cette chaleur, comme les eczémas ou les zonas, sont de préférence soignées plutôt le soir ou le matin. Il n'y a pas en heure solaire. On va opposer en quelque sorte une espèce de principe de froid. Les maladies qui brûlent, eh ben, on va agir en heure froide pour mieux les faire disparaître. Ça peut être une prérogative. Et de même, on peut renouveler le rituel plusieurs fois. Je pense notamment pour les verrues, et notamment les verrues plantaires qui sont beaucoup plus difficiles à faire disparaître que quand elles se trouvent sur une autre partie du corps humain. Donc là, le rituel va être renouvelé 3 fois en espaçant à chaque fois de 3 jours. C'est ce qu'on appelle faire une neuvaine, 9 jours. Alors, en ce qui concerne les verrues, on peut aussi transporter les affections sur des cailloux ou des pièces de monnaie qui seront enveloppées dans un paquet ou déposées dans une bourse offerte à la curiosité ou à la convoitise des passants, et par contamination, ceux-ci les prendront alors sur eux et les souffrants en seront ainsi débarrassés. Mais ça veut dire que le problème, il va partir ailleurs. Oui, alors voilà, ça c'est une des, on va dire, des lois classiques que l'on trouve dans le domaine du magique, à savoir qu'on peut transférer les propriétés de quelque chose, de quelqu'un, sur un objet. Là, en l'occurrence, on va transférer la maladie de quelqu'un sur un objet. Donc ça, par exemple, les verrues, on va demander à la personne qu'elle touche un objet sur lequel on va reporter les verrues, et
cet objet, on va le mettre quelque part. Et parfois, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, moi je l'ai vu faire ça, mettre les verrues, les reporter sur des petits cailloux qu'on va mettre dans une bourse. Et effectivement, on reporte le mâle. C'est-à-dire la personne qui va prendre la bourse et mettre la main dedans va prendre les verrues. Mais en fait, c'est très très rare ce genre de choses. Mais ça, c'est quelque chose qui a fait débat, qui n'est pas nouveau, parce qu'on en parlait déjà à la Renaissance, de cette façon-là de faire. Le clergé à l'époque disait que vraiment que c'était une façon absolument répugnante d'agir, de transférer le mal de quelqu'un à une autre personne, et donc il était illicite d'agir ainsi. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà le débat a été ouvert il y a déjà 6 siècles de cela. Par contre, c'est assez rare qu'on le voit faire, même si moi j'ai été témoin de ce genre de choses. Bien souvent, la maladie est destinée à être tuée. Souvent, les verrues, les dartres, même des eczémas, on reporte ça sur des éléments putrescibles, des haricots, des petits pois, des pommes, des oignons, enfin des légumes ou des fruits, et on va ou les enterrer dans la terre ou dans le fumier pour les mettre à pourrir, ou les balancer dans l'eau, dans un puits ou dans une rivière pour les noyer. Dans ce cas, on préférera plutôt prendre des petits cailloux parce qu'on est sûr qu'ils ne vont pas monter à la surface. D'une façon générale, le mal, on va s'en débarrasser en ayant recours aux éléments naturels, principalement l'eau et la terre. Quelquefois, on peut avoir recours aux éléments, le vent, la pluie. En ce moment, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Ça, souvent, c'est pour des dermatoses, des eczémas, des affections cutanées externes, des maux de gorge, des choses comme ça. Donc là, on va les reporter sur des sous-vêtements de préférence, et puis on va les accrocher à un buisson ou à un arbre, et puis le vent, la pluie va les délaver, la maladie va partir. C'est ça le principe. Ça c'est un principe de base qu'on va trouver dans toute la médecine populaire, qui s'appelle la théorie des transferts, c'est-à-dire transférer les maladies sur un objet. Et cet objet, en général, est choisi selon 2 critères: la similarité avec la maladie et puis la façon la plus commode de s'en débarrasser. Donc similarité, c'est des similitudes, c'est-à-dire un petit caillou ou un petit pois, ça évoque tout de suite une excroissance de chair, comme peut être une verrue par exemple. Alors les armes pour lutter contre ces maladies, les gestes, la main, qu'elle soit droite ou gauche, ça a une importance. L'index et le pouce, c'est important, il y a tout un chapitre sur les mains. Le cercle. Oui. Alors, en général, le rituel, il est très, très limité. Là, il se décompose uniquement en un gestuel. Et donc, dans ce cas, le gestuel, c'est tout simple, il est effectué avec la main. Alors, en général, le côté gauche de la chose est considéré comme négatif dans notre société. Donc c'est plutôt de la main droite que vont agir les guérisseurs. Pas seulement les conjureurs, tous les guérisseurs utiliseront plutôt la main droite. Le côté droit est en fait le côté salvateur. Donc c'est du côté droit, et donc avec la main droite, que l'on va chercher des énergies salvatrices pour projeter sur le souffrant, sur le patient. Donc du coup, le conjureur utilisera la main droite, et de préférence 2 doigts pour agir, le pouce tout simplement, c'est le plus gros, puis l'index c'est celui qui désigne, qui accuse, donc qui va attaquer le mal avec intention de le réduire à néant. Et très souvent, justement, le rituel consiste à entourer la maladie ou l'endroit douloureux, le siège du mal, pour en quelque sorte déjà séparer les zones saines du corps des zones atteintes où il faut agir, et puis là, entourer justement dans ce cercle, la maladie est en quelque sorte prisonnière, ne va pas s'échapper, et là le conjureur fera le signe de la croix. Alors quand il fait le signe de la croix, le conjureur, il donne pas à voir au patient ses convictions métaphysiques. On n'est pas du tout dans le domaine du religieux. Le signe de la
points cardinaux et qu'on projette sur le mal. Quelles que soient les façons de guérir, on va retrouver aussi des gestes similaires pour les penseurs de secret, donc ceux dont les dons, dont la faculté se transmet de génération en génération, on va retrouver les mêmes gestes. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a confusion de la part des gens entre les uns et les autres. Et là aussi, le signe de la croix, c'est vraiment tout simplement le signe de l'homme qui s'oppose au mal, le signe de la conjuration. Conjurer, c'est lutter contre le mal, quel qu'il soit. Et là, en l'occurrence, la maladie d'origine naturelle, c'est-à-dire microbe, virus, accident. Oui, alors il y a aussi la salive et les souffles, les deux souffles. Alors, parfois, ce geste, il peut être fait avec ou la salive ou le souffle. Mais là, ça dépend vraiment des maladies. C'est un ajout. Par exemple, quand il s'agit de soigner une brûlure ou un eczéma ou un psoriasis, donc des maladies qui se caractérisent par un excès de chaleur, en général, le guérisseur soufflera dessus en faisant une espèce de signe de croix avec la tête. Tout simplement comme on refroidit un aliment trop chaud, une soupe trop chaude avant de la manger. Pour l'usage de la salive, en fait, on va la voir surtout dans deux registres. Les dermatoses, qui par exemple les verrues, tout comme on peut aller voir le dermatologue pour se faire brûler une verrue à l'azote liquide, et bien là, le conjureur mettra sa salive sur le doigt et puis imbibera la verrue de sa salive. Disons en Haute-Bretagne, dans la région de Rennes, Redon, on les appelle des crachous, ces gens-là. Bon, non pas qu'ils vous glaviotent sur le bras ou sur les pieds où vous avez vos verrues, non, simplement ils lui mettent de salive la verrue. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les gens évoqueront un petit côté piquant, l'aspect corrosif de la salive. Et on retrouve également aussi la salive pour tout ce qui est soigner les envenimations, les piqûres d'insectes, les morsures d'araignées ou éventuellement les morsures de serpents. Là, en fait, le venin de la bête, de l'animal, est combattu par cette espèce d'antidote qui émane de l'intérieur du guérisseur, qui est une espèce, voilà, symboliquement, c'est un concentré de sa propre force vitale, puisque c'est sa salive. Alors, il a un sang fort, on les appelle les sangs forts, hein, ceux qui... Oui, voilà, c'est ça. Et ces sangs forts ont du mal à... C'est une façon de parler pour un peu justifier ou concevoir comment, avec un rituel aussi simple, on a ce genre de résultat. Comment se fait-il qu'en simplement mettant de la salive, on arrive à soigner une piqûre de frelon ou une morsure de vipère? Donc là, il y a la notion de sang fort. On parlerait plus d'intention, D'accord. Donc les enfants, des fois, se retrouvent à soigner quand ils sont enfants, mais il faut vraiment éviter de faire soigner des enfants qui seraient nés au jour où vous le dites, parce qu'ils ne sont pas assez forts, mais leur don est déjà là quand ils sont petits. Oui. Ah oui, moi ça m'est arrivé maintes fois de voir l'usage d'enfants et même de bébés qui étaient emmaillotés pour passer des brûlures ou les piqûres. En général, quand les parents ont recours au don des enfants, donc ils ne se rendent compte de rien, on prend le gamin ou le bambin dans les bras et puis on lui prend le bras et on lui fait faire un signe de croix sur la zone douloureuse. Donc le gosse, il ne sait pas trop de quoi il s'agit, il ne se rend pas bien compte. En général, là déjà, faut que les parents sachent que leur progéniture a ce genre de faculté thérapeutique, mais souvent, c'est pour les brûlures ou les coupures, par exemple, ou les piqûres d'insectes graves, c'est dans le cas d'accident. Et donc, du coup, c'est fait vraiment dans l'urgence. On va achever ce premier livre qui est donc Enquête sur les dons de naissance aux éditions Bussière, Dominique Camus, où là vous avez les dates fatidiques pour devenir un bon
quelqu'un qui a le don. On va passer au deuxième, le livre des secrets, ça va beaucoup plus vite puisque ce sont les mots et les gestes qui guérissent. Là, au début, vous dites quand même, un bref retour en arrière indique qu'au milieu du 19e siècle se trouvait dans les hottes des colporteurs qui circulaient dans notre pays un grand nombre d'opuscules contenant des prières similaires à celles reproduites dans votre livre. Ça s'appelait ces opuscules les médecins des pauvres. Donc vous avez fait un gros travail pour retrouver donc toutes les prières, les invocations qu'on peut dire pour tout un tas de pathologies. Oui. En fait, les formules qu'il y a dans l'ouvrage, là, le livre des secrets, donc ce sont les formules que les gens m'ont transmises, hein, les choses américaines. En fait, la différence avec les conjureurs qu'on vient d'évoquer, là, on l'a déjà dit tout à l'heure, là, le don de ces gens-là pour soigner une maladie, c'est tout simplement parce qu'on leur transmet un petit rituel guérisseur qui porte sur cette maladie. Et ce rituel guérisseur, c'est une petite formule de guérison qui très souvent évoque ou met en scène des saints guérisseurs. C'est pour ça que les gens, souvent, ils parlent de cette formule en disant « Ah, c'est des petites prières ». Alors, gardons le terme de prière, mais on met des guillemets parce que nous ne sommes pas du tout dans le domaine du religieux. Et d'ailleurs, certaines de ces formules ne mettent pas en scène des saints guérisseurs. Donc voilà, c'est la transmission d'une formule guérisseuse qu'on appelle un secret, les mots sont significatifs, et ce secret, il est prononcé mentalement, il n'est pas dit à haute voix, donc du coup les gens ne le connaissent pas. Et pour soigner, donc on prononce ce secret en faisant des gestes, tout comme le font les conjureurs, c'est-à-dire on va encercler la maladie, on va utiliser la main droite, on va utiliser le pouce ou l'index, parfois on va mettre de la salive ou on va souffler sur le mal. Et simplement, en même temps, le penseur de secret va prononcer mentalement ce petit secret. Alors, cette capacité, tout le monde peut la recevoir. Ce n'est pas quelque chose lié à la naissance, comme les conjureurs, c'est simplement le fait qu'on vous donne cette faculté thérapeutique en vous disant comment s'en servir et en vous expliquant bien qu'elle ne vous appartient pas, mais qu'à votre tour, vous devrez la transmettre. Et en général, les gens vont s'en servir plusieurs dizaines d'années, puis quand ils vont devenir vieux et qu'ils vont estimer qu'ils en ont assez fait comme ça, ils la transmettront. Et pas nécessairement dans les familles. Ça aussi, ça fait partie des idées reçues que le don se transmet que dans les familles. Non, pas du tout. On le transmet à qui on veut. Alors effectivement, la transmission familiale peut être privilégiée, mais ça c'est selon le bon vouloir de chacun. Et puis on peut transmettre à plusieurs personnes. Mais là encore, vous y avez fait allusion, cette façon-là de faire ne date pas d'hier. On a déjà des attestations sur l'usage de formules guérisseuses de cet ordre dès la Renaissance. Oui, on a le rituel de haute magie de Cornelius d'Agrippa. On a aussi... Ça, là, on est à la Renaissance, on a ça. On a également ce genre de choses mentionnées par les prêtres, par les juges et des monologues à l'époque moderne, au moment des procès de sorcellerie. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu donc ce qu'on a appelé la littérature de colportage qui retrouve notamment à partir de Troyes et de Lyon. Il y a eu des imprimeurs qui ont fait des almanachs qui étaient un peu des petites feuilles volantes, des petites feuilles de chou, où il y avait un certain nombre de choses, des recettes pour la santé, des recettes pour le potager, des conseils de culture, des conseils de beauté et parfois aussi des formules guérisseuses. Et il y a eu comme ça un opuscule assez célèbre qui a circulé vraiment dans toutes les campagnes françaises de la fin du 19e qui s'est appelé Le médecin des pauvres, où parmi toutes les recettes de santé et d'hygiène, eh bien, figurait une douzaine de formules du même ordre que celles qu'on m'a transmises aujourd'hui et que vous trouverez dans mon ouvrage Le livre des secrets. C'est ces formules-là qu'on va retrouver dans toute la littérature qui a été faite au début du XXe siècle, dans les ouvrages de l'abbé Julliot, oui, tout à fait, et puis tous ses successeurs qui l'ont allègrement pillé, dont Bernardin, etc., etc. C'est cette même documentation comme ça qui va circuler d'un bout à l'autre dans toute cette littérature.
Et en gros, il faudra attendre 1990 où là, j'ai écrit le premier livre justement sur les penseurs de secret, avec déjà une partie des formules qu'on m'avait dévoilées. Et là, du coup, 30 ans plus tard, paraît le livre des secrets, qui est vraiment le corpus le plus important de formules, donc qui sont utilisées aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est les formules que les gens m'ont transmises. Donc en clair, je le dis, je l'ai toujours dit clairement, ils m'ont transmis les dons. Et à mon tour, en tant que scientifique, je les transmets par cet ouvrage. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut s'en servir. Alors on peut dire c'est un fascicule pour traiter tout un tas de maladies, les récipelles, les coupures, les plaies. Et par contre, il y a quelques cas, il y a une toute petite introduction dans ce livre, enfin quelques cas imposent des formalités spéciales, déposer le substrat porteur de l'affection dans un lieu particulier, prendre au retour un chemin différent de l'allée, ne pas regarder derrière soi ni jeter un coup d'œil sur l'endroit où a été relégué l'objet, ne pas percevoir le bruit de sa chute dans l'eau d'un puits. Je trouve ça génial. Il faut courir pour pas l'entendre tomber. Oui, alors voilà, on a vraiment des façons de faire très proches de celles qu'on a évoquées tout à l'heure à propos des conjureurs, c'est-à-dire la possibilité d'agir à distance et de reporter des maladies sur des objets dont on va se débarrasser. Et parfois, effectivement, on s'en débarrasse, on les jette dans un endroit et on vient par un autre chemin. Pour perdre le mal, pour pas qu'il puisse suivre la personne. Ou on balance le mal dans l'eau et on s'encarapate vite pour ne pas entendre le plouf. Et là, le mal, du coup, il est perdu. Il ne voit pas qui l'a lancé. Et, en fait, ce qui est intéressant derrière cette idée, même si ça peut paraître saugrenu d'agir comme ça, c'est extrêmement significatif. Ça montre que la maladie, c'est pas quelque chose de déshumanisé. Au contraire, c'est quelque chose qui vit et qu'il faut vraiment vaincre. La maladie, elle est vivante. Elle peut suivre le penseur s'il n'a pas agi correctement. Donc il faut vraiment tout faire. Là, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est ça qui est important. Et du coup, ces façons de faire, et c'est certainement un des éléments qui fait qu'elles sont toujours aussi vivaces dans notre société, c'est que ces façons de faire sont hautement individualisées. Dans plein de formules comme ça, et ça notamment, alors ça c'est l'usage quand il s'agit d'agir à distance, là aussi, eh bien, on inclut le nom de la personne. On dit voilà, il faut lutter contre telle maladie, et on donne le nom et le prénom de l'individu. Si c'est un animal, on donne son nom, son prénom, et si c'est un animal d'élevage, son numéro, son immatriculation, son numéro de patrie. Et en tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas pour le que je suis, c'est de voir que nous avons affaire à des thérapeutiques hautement individualisées. Le patient sait qu'on agit spécifiquement pour lui. Donc on est en fait assez loin d'une vision de la médecine officielle qui traite tout le monde pareillement. C'est certainement aussi à prendre en compte, alors peut-être pas dans les résultats, il ne faut pas exagérer, mais dans la façon bienveillante que les gens ont vis-à-vis de ce genre de thérapeutique. Et ça explique certainement aussi l'importance de ce recours qui n'est pas du tout tombé en désuétude. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi de relever, c'est que c'est pas des histoires de vieux pour des vieux. Non, il y a énormément de jeunes couples qui ont recours quand les enfants font leurs dents, ont de la fièvre, pleurent, vont faire poncer les dents des enfants pour qu'ils n'aient plus mal, qu'ils ne souffrent plus. Les bébés qui ont des coliques, je vous assure que le pédiatre, pourquoi pas, mais d'aller voir le conjureur pour les coliques, ça rend beaucoup de services. Pour les vers, même chose. Donc vraiment beaucoup de jeunes parents, et donc en ville et des urbains, ont recours à ce genre de thérapeute. Donc elle a fait un chapitre sur les animaux assez petit, mais qui est intéressant. Je vais vous en donner deux là. Un très court, parce que sur le hockey, il y en a plusieurs à chaque fois sur chaque maladie, mais sur le hockey, celui-là me plaît bien. Palsmodier jusqu'à cessation, j'ai le hockey, petit Jésus, je l'ai plus.
j'ai le hoquet, petit Jésus, je l'ai plus. Ça peut toujours servir, on peut se le faire soi-même. Oui, bien sûr. Et je donne la constipation parce que celle-là, elle est assez amusante. En apposant l'index de la main droite sur le ventre du patient, dites à voix basse, de par la Sainte Mère Marie, qui daigna toujours secourir les pauvres affligés, coliques, passion, qui est entre mon foie et mon ventre, entre ma rate et mes poumons, entre mon fiel et mes reins, et vous aussi, sécheresse de mes entrailles, arrêtez et cessez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, pars dominé, dominé, pars, que, désigner le consultant, guérisse. Amen. Et il y a des petites croix à chaque fois, des petits signes de croix. Ce qui est intéressant dans cette conjuration, c'est qui est entre mon foie et mon ventre, entre ma rate et mes poumons, entre mon fiel et mes reins, et sécheresse de mes entrailles. Là, il y a quelque chose à comprendre, c'est-à-dire que la constipation, elle vient de tout ça. Donc, je trouvais que cette prière, on peut dire que c'est une prière, est intéressante. On la retrouve pour les coliques aussi. Hein, oui. Avec en fait, ces formules de conjuration, elles nous décrivent toujours trois choses. Bon, elles nous décrivent la maladie, et vous, justement, là, vous mettez le doigt dessus, elle nous la décrit soit d'après des symptômes, ou soit d'après une géographie corporelle, où elle se trouve et où peut être son origine, entre mon foie, ma rate, mes entrailles, etc. Donc on a une géographie comme ça, où le mal va être localisé et décrit. Ensuite, on va y apposer ou lui apporter un principe de force qui va lutter contre. Alors le principe de force, ça peut être, dans le dernier cas que vous avez cité, la Vierge Marie, qui est souvent invoquée pour les histoires de maux de ventre, de matrice, de règles douloureuses, ça va de soi. Donc on a un principe de force, alors qui n'est d'ailleurs pas toujours lié à un saint personnage, c'est fréquent, mais c'est pas une règle absolue. Ça peut être simplement le guérisseur qui commande lui-même, je t'ordonne, donc j'ordonne à la maladie, qu'elle fiche le camp. Et en fait, la maladie, on décrit toujours la façon dont elle va ficher le camp. Comment le corps humain doit recouvrer son plein usage, sa pleine fonctionnalité quand tout va bien. C'est ça qui est intéressant. On a toujours ces trois aspects des choses. Et puis, vous l'avez dit, ce qui est surtout que les auditeurs doivent bien avoir en tête, c'est que ce genre de faculté, on peut l'utiliser pour soi-même. Tout simplement parce qu'on a bien compris, le don, la capacité à opérer, c'est pas quelque chose intrinsèque à un individu, comme les conjureurs par exemple, ou comme par exemple les magnétiseurs, où le don, c'est leur propre force qu'ils ont en eux, et après ça se cultive, ça s'arrête là. On vous transmet un rituel guérisseur, donc c'est pas lié à vous, donc quand vous êtes malade, vous pouvez vous en servir pour vous-même. Alors que les magnétiseurs, par exemple, le don, c'est leur propre force. Quand ils sont malades, évidemment, cette force, elle est amoindrie, donc ils ne peuvent pas l'utiliser pour eux-mêmes. Ça, c'est très important. Et moi, je m'en suis jamais caché. Hein. C'est pas parce que je suis universitaire, moi, puisque les formules, on me les a transmises, donc je peux m'en servir quand je me brûle, quand je me coupe, ou quand j'ai mal à la gorge, comme je fais des conférences, souvent ça sert aussi. Eh bien, j'utilise les formules pour les laryngites ou les coupures ou les brûlures. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un peu ballot d'avoir les formules et de ne pas s'en servir. D'autant que là aussi, tout comme pour les conjureurs, ce qui caractérise cette façon de faire, c'est l'ultra-rapidité des résultats. Et donc, répéter sans arrêt, j'ai le hoquet, petit Jésus, je ne l'ai plus, j'ai le hoquet, petit Jésus, je ne l'ai plus, ça doit marcher, parce qu'on ne respire pas pendant qu'on dit ça, et ça doit couper. Oui, celles-là, elles ont une forme un peu particulière, c'est comme des petites comptines. Bon, on rappelle le titre de vos deux livres, le livre des secrets, les mots et les gestes qui guérissent aux éditions Bussière, et puis l'autre, si vous voulez savoir si vous avez des dons de naissance, enquête sur les dons de naissance aux mêmes éditions Bussière, vous appelez Dominique Camus, C-A-M-U-S, vous avez une phrase pour terminer l'émission? C'est surtout de dire aux gens qu'avoir recours à ce genre de façon de faire, et notamment les secrets de guérison là, que je dévoile, il y en a plus de 350, c'est pas rien, ce n'est pas s'opposer à la médecine officielle que d'utiliser ce genre de façon de faire. Et puis, en tout état de cause, eh bien, il vaut mieux vivre
dans une société où on a une pluralité de recours qu'un seul type de recours. Parce que si celui-ci s'avère vain ou échoue, eh bien on se retrouve quand même comme gros gens. Donc pluralité de recours vaut mieux. Oui, et puis en cas de brûlure, évitez de mettre de la biafine. Il y a d'autres façons de soigner qui sont plus rapides. Hein. Voilà. Bon, je vous remercie Dominique Camus. Merci beaucoup. Et merci à vous.